Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour commencer cette trêve internationale avec un petit point sur tout ce qui se passe au PSG. On va revenir sur la défaite contre Rennes, la communication désastreuse de Galtier en après-match, mais surtout le silence assourdissant de Nasser et Campos qui méritent toutes les critiques possibles. Alors installez-vous, c'est parti, on va revenir sur tout ça. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité. Il y a la boutique bien sûr, mais j'aimerais m'arrêter avant sur leur groupe WhatsApp qui est dans la description. Vous pouvez le rejoindre, ça vous coûte rien. Et ils font très souvent des tirages au sort pour vous faire gagner des maillots que vous pouvez personnalisé avec flocage et tout ça, et que vous recevez chez vous donc gratuitement. Si vous voulez faire directement vos emplettes, il y a la boutique, maillots de tous les clubs, sélection nationale, vintage, rétro, NBA aussi, des équipements de Formule 1, les survêtements de tous les clubs bien évidemment, et des délais de livraison assez raisonnables d'environ 3 semaines à des prix très bas, comptez une trentaine d'euros pour un maillot floqué, sans compter les réductions qui sont quand même très souvent présentes. Là par exemple, jusqu'au 16 mars, vous avez un maillot offert pour 2 achetés, 2 offerts pour 4 achetés et 3 offerts pour 6 achetés. Toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et merci à eux, c'est eux qui règlent. Bon alors, sur le contenu du match, plus grand chose à dire, j'ai tout étalé dans mon débrief posté juste après. J'aimerais d'abord revenir sur Juan Bernat vite fait parce que certains m'ont fait savoir que j'ai été trop gentil avec lui dans mon débrief, ce que je comprends parce que je ne l'ai pas incriminé, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est un faux combat, ou plutôt malhonnête de s'acharner sur Bernat sur le match de dimanche, sachant que c'est un latéral gauche de métier qui fait une saison plutôt compliquée en termes de temps de jeu, de performance et de régularité. Là, il se retrouve central droit d'une défense à 3 aux côtés de Danilo Bichabou et pour couvrir Timothée Pembele qui est plus fort offensivement que défensivement. Je pense que ça suffit pour dire que ceux qui s'acharnent sur lui se trompent un petit peu de combat. Pour le coup, là, c'est vraiment circonstanciel, Juan Bernat. Et il échappe à mes critiques. Maintenant, ceci dit, c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et si je peux m'en séparer cet été, je le fais parce qu'en Bundesliga, il y a un mouvement. Ben Sebaini libre de tout contrat au Borussia Mönchengladbach et Rafael Guerreiro, pareil, au Borussia Dortmund. Alors ce que j'ai dit, c'est un petit peu démago parce que Ben Sebaini a déjà trouvé un club, le Borussia Dortmund, pour remplacer justement Rafael Guerreiro, qui devrait partir. Je crois que c'est quasiment officiel. Donc voilà, si on peut faire partir Bernat pour Rafael Guerreiro, pour moi, tu fais un vrai gap derrière Nuno Mendes, parce qu'on rappelle que dans cette équipe, oui, il y a les individualités. Oui, il y a la culture du travail qui entoure le club et qui fait vraiment défaut parce que tu privilégies le marketing au sportif. Mais ne pas oublier le gap entre les remplaçants et les titulaires qui fait que ton entraîneur aujourd'hui, il n'a pas beaucoup d'emprise sur le match à la 60e parce que pas grand monde à faire rentrer. Pas de gap qualitatif à faire. Les seuls ajustements, c'est sur la structure et la disposition de jeu. C'est le seul truc sur lequel Galtier a la main et sur lequel nos entraîneurs ont la main ces dernières années. On peut penser à l'ajustement de Thomas Tuchel à Old Trafford, match retour de phase de poule qui nous évite l'Europa League avec un très grand Neymar à ce moment-là. Je crois qu'il y a l'entrée de Mitchell Baker à la mi-temps. Aujourd'hui, Galtier, c'est très compliqué. Je lui en veux pas trop sur les joueurs qu'il fait rentrer parce que c'est vrai que c'est pas des mecs qui vont changer des matchs, mais sur la structure, il n'a jamais changé le cours d'un match. Et pire encore, contre le Bayern, match aller, il change la disposition. Ok, forcé par la blessure d'Achraf Hakimi, mais tu prends un but 8 minutes après, terminé. Voilà. Numériquement, bon, le seul changement qui a marché, c'est Nuno Mendes contre la Juve, match retour, phase de poule là-bas. Mais sinon, c'est tout en fait. Il n'a pas eu d'emprise sur son coaching. Et ça, c'est une circonstance accablante pour son cas qu'on va évidemment évoqué plus tard dans la vidéo. Bon, après Juan Bernat, j'aimerais revenir sur Donnarumma. Parce que sur le premier but, c'est des situations qu'on voit un petit peu trop souvent. On sait très bien qu'il a des grosses qualités, qu'il faut capitaliser dessus, parce que ses défauts sont assez criants. Le fait qu'il ait des palmes plutôt que des pieds. Le jeu dans les airs, même s'il s'est un petit peu amélioré cette saison selon moi là-dessus. Sur la ligne, bien évidemment, c'est sa grosse qualité. Sur les frappes à bout portant aussi. Et les sorties, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Sur le premier but, il est clairement fautif dimanche. Et le problème, c'est que le PSG, ce genre de situation, on est voué à en vivre des tonnes et des tonnes. Parce qu'en Ligue 1, même si tu fais une équipe d'Avengers, même si le PSG redevient celui qu'il était en 2015-2016 par exemple,
On aura toujours ce genre de situation. Prise de profondeur sur une contre-attaque, c'est logique, sachant que tu as le ballon 70% du temps très haut sur le terrain. Et que les adversaires, ils doivent jouer comme ça. Parce que le profil de la majeure partie des équipes en France, c'est avec des attaquants assez explosifs, percutants, des ailiers, bien évidemment. On peut penser à Colomani qui s'éclate en Bundesliga, mais qui vient du FC Nantes, Moussa Diaby de chez nous, ou alors les Rennais, qui nous ont encore tués là-dessus ce week-end, et qui ont toujours eu une culture des ailiers. D'ailleurs, à un moment donné, il y en avait certains qui auraient leur place au PSG. Aujourd'hui, je ne suis pas très sûr, mais par exemple en 2021, j'ai plus les noms, les ailiers qui nous tuent en octobre 2021 là, avec la MNM et Pochettino, il y en a un ou deux qui ont leur place au PSG. Mais j'ai plus leur nom, c'est dommage, je vous les aurais cités sinon. Bref, donc Donnarumma, il faut absolument qu'il s'améliore sur ces situations de prise de profondeur où il doit sortir un petit peu moins, réfléchir et un petit peu plus faire parler son envergure exceptionnelle. Passons à Galtier. Évidemment, dans l'après-match, il a eu une communication désastreuse, comme depuis le mois d'août, parce que à ce moment-là, à son arrivée, on était content. On avait un entraîneur qui nous donnait à manger en conférence de presse. Ça changeait de Pochettino qui parlait pas, qui avait un discours bateau, qui énervait tout le monde, bien évidemment, parce que c'était à raison d'un ennui total. Mais reprenez les vidéos de septembre, je le disais. Galtier, communication, c'est très bien de parler, de rendre des comptes aux journalistes et aux supporters en conférence de presse, mais à un moment donné, t'es au PSG, attention. Et parce que c'était Galtier, j'avais des doutes, parce que c'était un poste qu'il découvrait, j'avais des doutes, et au final, ils se sont avérés réels, parce que on s'est rendu compte qu'en fait, il s'est emmêlé les pinceaux complètement. Il faisait un discours d'équilibriste, c'est-à-dire qu'il essayait de concilier les deux bouts, il marchait un petit peu sur un fil. Contre Benfica, au mois d'octobre avec le pivot gang, là ça a commencé à vaciller, et puis ensuite, c'était la dégringolade. Et aujourd'hui, si tu reprends toutes les déclarations sur n'importe quel sujet, il est discrédité complètement. Rien que ça suffirait, légitimerait son licenciement en fait. Neymar, je ne cesserai de répéter ça parce que on parle des jeunes, mais encore les jeunes, on va y revenir, on va nuancer. Mais Neymar, il arrive, première conférence de presse, j'ai une idée très claire de ce que je veux faire avec lui. On sait très bien que l'idée très claire, c'est de virer. Et il veut nous faire croire qu'il a une idée avec lui sur le terrain. Plus tard, dans l'été, il nous dit « Je veux un attaquant pivot ». À moins de faire un 4-4-2 avec du coup 4 offensifs, je vois pas comment tu peux insérer un attaquant pivot dans cette équipe qui compte la MNM. Vous me direz, quand on jouait avec les 4 fantastiques en 4-4-2, que tout le monde se plaignait de leur manque d'efforts défensifs, la réalité c'est qu'on avait une défense bien meilleure qu'aujourd'hui, où on n'a que 3 offensifs. Voilà, donc un offensif de moins par rapport à cette période, on rappelle, début 2020, Icardi, Mbappé, Di Maria et Neymar. On encaissait moins de buts, on était beaucoup plus serein défensivement que là, avec la MNM. Et encore, c'est un peu démago de dire la MNM parce que t'as Messi qui a loupé pas mal de matchs, Neymar aussi, et donc en réalité, en général, t'as 2 des 3 sur le terrain. Voilà, comme sur, réalité, match aller contre le Bayern, match retour contre le Bayern. Bref. Donc Neymar, il te dit je veux un 9. Ensuite, en septembre, il te dit c'est la clé de l'équilibre, il fait des efforts, il est super professionnel. Entre-temps, en août, il t'a dit un mercato, c'est un mercato, tout peut se passer d'ici à la fin août sur Neymar. Il dit ça sur Neymar. Et ensuite, quand il se blesse au mois de février, il te dit oui, l'équipe est plus équilibrée sans Neymar. Au final, on l'a vu aujourd'hui, j'aimerais juste rappeler tous les articles après le Classico contre l'OM. Oui, Neymar inhibe Vitinha et Fabian Ruiz. Encore une fois, mais ça c'est comme incriminer Bernat sur le match de dimanche. C'est un faux combat en fait. C'est complètement stérile. Voilà, s'attaquer à Neymar, en faire le responsable numéro 1. En fait, Neymar, bien évidemment, a sa part de responsabilité. Et on y reviendra, on va en faire une vidéo. On va dire les faits, comme surtout les dossiers. Mais en fait, il y a tellement de monde qui en font le responsable numéro 1 et qui en oublient plein d'autres choses que ça ne peut pas tenir debout en fait. Voilà, les argumentaires ne peuvent pas tenir debout. C'est très compliqué. Et donc pour revenir à Galtier, tout ça, sa communication, elle est absolument désastreuse. Bon, sur dimanche.
N'importe quoi, c'est lunaire. La déclaration, vous l'avez tous vue. Mettez-vous à la place de mes joueurs. Ils arrivent dans le vestiaire. Ils voient des jeunes qu'ils ont vus une ou deux fois à l'entraînement. Comme si c'était eux les responsables de la défaite dimanche. Alors ça, c'est absolument lunaire. Bon, comme d'habitude, il s'acharne sur les jeunes, mais ça, il en est plus à son premier essai. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Bien évidemment, au 31 décembre, il nous disait pas de recrutement en défense pour faire de la place à El Shaddai Bichabou. On a vu ce que ça fait. Au final, il l'a incriminé sur le but contre le Bayern et il te fait cette déclaration dimanche, en plus de Zahir Emery, qu'il n'a pas épargné quand il perd un ballon au milieu de terrain injustement contre Reims, alors que tu pouvais par exemple incriminer les autres milieux qui sont pas très réactifs et nos défenseurs qui gèrent très mal la profondeur, Ramos qui la couvre en l'occurrence. Donc voilà, c'est absolument pitoyable, c'est très très petit, bien sûr. Il chouchoute les stars. Si on se met à sa place, maintenant j'aimerais juste nuancer. Mettons-nous à la place de Galtier. T'es dans la tournante, t'es au fond du trou, tu sais très bien que en fin de saison, normalement, tu devrais sauter. Donc il chouchoute ses stars. Il chouchoute ses stars depuis le début parce que il sait très bien que s'il faut gagner les matchs, s'il faut gagner quelque chose, c'est avec eux, c'est pas avec les jeunes. Donc tu préserves tes stars médiatiquement. On peut lui en vouloir ou pas. Si on se met à sa place, il réfléchit comme ça. Et c'est comme ça qu'on comprend ce genre de déclaration, tout simplement. C'est avec eux qu'il peut gagner, certainement pas les jeunes, donc s'il faut en incriminer un, bah je vais aller sur les jeunes. C'est très facile, c'est la cible facile, je vous l'accorde, hein. C'est pitoyable. Hein. Je veux pas défendre Galtier dans ce que je dis, je veux juste me mettre à sa place. Voilà. Et ensuite, bah, concernant les jeunes, j'aimerais juste dire un fait. Les jeunes, à part Zahir Emery qui sort vraiment du lot, les autres, je leur vois pas d'avenir en fait dans ce PSG. Je sais pas trop comment ils pourraient percer dans ces conditions-là. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont de vraies lacunes. Zahir Emery, pas de problème. C'est un crack, il est générationnel. Et personnellement, je m'en suis rendu compte définitivement sur son entrée contre le Bayern. Là, il a vraiment été très bon. Parce que jusque-là, je me disais, il fait quand même simple. Il fait contrôle-passe. Ok, il y a une volonté de jouer vers l'avant. Il marque 2 buts contre Montpellier et un autre contre Monaco. Ouais, c'est ça. Ses prestations étaient très correctes à ce moment-là, même si contre Monaco, par exemple, il prend un petit peu la sauce physiquement. Bon, je me disais, on va se détendre, on va se calmer. J'ai l'impression que là, il y a tout le monde qui s'excite parce qu'il y a enfin un jeune qui joue. On le voit, il fait un contrôle-passe vers l'avant. C'est très simple, hein. Ok, c'est toujours mieux que nos Vitinha, Fabian Ruiz, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, comme je disais sur ma vidéo du dossier Lionel Messi avant le match contre Rennes. Avec les supporters, c'est d'un extrême à l'autre, sans juste milieu. Voilà, c'est soit tu adores les jeunes, soit les jeunes, il faut leur faire toute la place, et si tu es contre le club, soit tu détestes les jeunes, tu as voilà, une détestation de ces jeunes parce que tu rappelles les dossiers Adrien Rabiot, Tanguy Coissier, tout ça. Même si ce genre de personnes, ils sont assez rares, on va se le dire. Mais il n'y a pas trop d'entre-deux. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais me placer dans cet entre-deux. Et à chaque fois nuancer. Zahir Emery, crack générationnel, mais jusqu'à son entrée contre le Bayern, la réalité, c'est qu'il jouait simple, il se cantonnait à faire simple, et ça limitait un petit peu les superlatifs que j'utilisais avec lui. Secondement, à part lui, qui est un crack générationnel, pas de problème là-dessus, les autres, ils ont des lacunes. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. El Shaddai, Bichabou, on le disait déjà parce qu'elles étaient déjà visibles avec les jeunes. Gérer la profondeur, les espaces, les erreurs mentales, saut de concentration, il en faisait déjà avec les jeunes. Il en fait encore avec les pros. Et pire encore, à la relance, en jeune, c'était sa vraie qualité. Et je crois qu'il y a un match amical, je me demande si c'était pas en 2020 ou 2021, je ne sais plus trop. Je crois que c'était contre Le Havre, c'était les matchs où on prépare le Final 8 2020 après le confinement. Il joue et là, il fait beaucoup de passes vers l'avant qui cassent les lignes. Ça, c'était sa caractéristique avec les jeunes. Mais il ne la montre pas avec les pros en fait. Là, dimanche, comme j'ai dit dans mon débrief, passe à plus de 15 mètres, c'est compliqué pour lui. Et s'il arrive même plus à être fort sur ses qualités, ça va être compliqué. Voilà, bien évidemment, là, il est pris dans un contexte
qui l'embrigadent, des performances aussi qui, je pense, ont dû mettre un coup à son état mental, un entraîneur aussi, bien évidemment, qui ne doit pas le mettre dans les meilleures dispositions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a des lacunes. Timothée Pembele, pareil, il a fait un prêt à Bordeaux. Alors, ok, il s'est blessé très gravement, mais enfin, juste avant la blessure, il démarre bien son prêt. Mais tu vois directement, à la moitié du prêt, les défauts défensifs, parce qu'il est meilleur offensivement que défensivement. Et ça peut pas trop aller. C'est comme Colin Dagba, même si lui, il n'a pas formé au club, il l'a rejoint, je crois, à 15-16 ans, il est plus formé à Boulogne, je crois. Mais voilà, à part Zahir Emery, la réalité, j'aimerais juste la dire, c'est que dans cette formation, cette génération-là, je ne sais pas s'il faut attendre grand-chose des autres, en fait. Moi, disons que c'est pas que je les aime pas, c'est pas que je les veux pas dans l'équipe, mais j'ai pas vraiment d'attente, en fait. Parce que je sais qu'ils ont des lacunes, je sais que le contexte est très compliqué au PSG, et que, bah en fait, c'est pas des cracks générationnels qui vont dépasser ce contexte comme Zahir Emery le fait. Donc à part lui, bon, je j'ai pas foi ultime en tous les autres jeunes. C'est ce que je voulais dire par rapport à la déclaration de Galtier, qui n'en reste pas moins absolument pitoyable, bien évidemment. Le staff médical, pareil, je l'ai déjà dit, je l'ai incriminé sur le match contre le Bayern, titulariser Marquinhos alors que tu sais très bien qu'il est incapable de commencer, le faire rentrer Mukiele à sa place alors que tu sais très bien qu'il n'est pas prêt à démarrer un match en Ligue des Champions, pour qu'au final tu sois obligé de faire rentrer Bichabou à la pause, bah, c'est le résumé parfait en fait de cette saison, où tu as enchaîné beaucoup de blessures musculaires. Neymar, pareil. Alors, les haters de Neymar nous diront, oui, le joueur a sa responsabilité, c'est lui qui a joué sous infiltration à la Coupe du Monde, c'est lui qui a décidé de mettre son corps à l'épreuve et de continuer à jouer avec le PSG, de revenir dès le match contre Strasbourg. De l'autre côté, tu as un staff médical qui est là aussi pour avoir le dernier mot en fait. Ok, dans ce club, c'est la République des joueurs, mais enfin, un staff médical doit être en mesure de parler de manière objective à ses joueurs, en fait, et les empêcher de jouer. Là, Neymar qui joue contre Strasbourg le 28 décembre et qui derrière a du repos, selon Galtier, pour soigner sa cheville, enfin, c'est absolument lunaire, en fait. Donc, à la Coupe du Monde, il s'est touché la cheville, il joue contre Strasbourg, et après, il soigne sa cheville. Enfin, je comprends rien à cette logique. Et en fait, là, on peut faire une comparaison avec Pochettino. Parce que jusque-là, sur les performances, je disais, Galtier, la comparaison avec Pochettino, je la ferai quand on aura le verdict en Ligue des Champions. Au final, on l'a eu, et Pochettino a été meilleur que Galtier au PSG. C'est la réalité. Ok, en Ligue 1, c'était peut-être pas meilleur que Galtier, mais en Ligue des Champions, tu avais quand même des séquences, des matchs de très très haut niveau, de très très haute facture. Le 2-0 contre City fin septembre 2021, le match retour contre le Bayern, même si tu le perds, dans le jeu, t'es très très bon. Le match aller, t'as un réalisme froid. Alors là, bon, c'est plus facteur chance, hein, le 3-2 que tu mets là-bas. Le 4-1 au Camp Nou contre Dortmund, même si le retour, tu perds les pédales, l'aller, c'est quand même une vraie masterclass, avec Moiskin, Icardi quand même, et l'entrée de Julian Draxler. Donc voilà, toutes ces performances européennes, ces grands soirs de Ligue des Champions, dépassent complètement le mois d'août réussi de Christophe Galtier, selon moi. Hein, parce que pour moi, c'est le seul truc qui pourrait éventuellement différer entre Galtier et Pochettino, c'est les 4-5 bons matchs qu'on a fait avec Galtier en août. C'est quelque chose qu'on n'a pas vécu contre Pochettino. Une telle forme, et encore, je trouve que c'est quand même à limiter, parce que dès la fin août contre Monaco, tu fais un accro, et ensuite, début septembre, 1-0 contre Brest, le 3-1 contre Maccabi Haïfa, c'est des contenus qui sont quand même très très pauvres, hein, qui sont PSG Pochettino tout simplement. Et puis après, laisse tomber, c'est la peste et le choléra. Bref, donc voilà, le staff médical travaille bien moins que celui de Pochettino, parce qu'on rappelle qu'avec l'Argentin, et donc son fils Sebastiano, les préparations physiques étaient quand même un petit peu meilleures. Hein, en Ligue des Champions, même si tu as flanché physiquement en demi contre City, la plupart du temps, tu étais plutôt au niveau. Et puis, les blessures musculaires, c'était que en sélection qu'ils allaient les choper, les joueurs. Verratti avec la sélection italienne, Draxler avec la sélection allemande, et sinon, au club, pas de blessures musculaires. C'était sur des coups que nos joueurs se blessaient. Et il n'y avait pas vraiment d'absence longuée. Là, Verratti, Ramos qui se pète encore,
je pense que Ramos, tu aurais pu le préserver un petit peu. Les cas Marquinhos, Mukele, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, même si bien sûr il y a le facteur Coupe du Monde, bien évidemment. Neymar, la gestion des organismes, elle est cataclysmique en fait. Et les blessures musculaires de nos joueurs qui se blessent tout seuls, Timothée Pembele, même si lui, je crois que c'est plus une fragilité individuelle. Donc voilà, le staff médical travaille pas très très bien. C'est ce sur quoi je voulais terminer cette vidéo. Voilà, dans laquelle je voulais dire un petit peu quelques faits. J'avais plein d'autres choses à dire dans mes brouillons, mais on va s'arrêter là. On parlera de Nasser et Campos du coup demain et de Mbappé capitaine des Bleus parce que c'est enfin officiel. Enfin, officiel non, selon les médias à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais normalement ça devrait l'être très très prochainement. Et on attend le match contre les Pays-Bas, oui, vendredi soir. Voilà, bon les gars, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve dès demain pour continuer du coup tout ce que j'avais à dire dans mes brouillons parce que là je me suis étalé. Ciao.